Bonjour, je réside à Sydney. Je ne suis pas vraiment australienne, bien que je sois naturalisée. Je suis en fait sud-africaine, c'est pourquoi mon accent est un peu inhabituel. Donc, bienvenue à tous ce soir. Merci beaucoup d'être venus. J'espère que vous trouverez cette présentation intéressante. Parfois, vous la trouverez peut-être un peu ennuyante, parce qu'il y a des parties techniques, si elles ne vous intéressent pas, peut-être vous pourrez fermer l'œil, mais je comprendrai, ne vous en faites pas. J'ai fait une présentation il y a 4 ans en France et le titre était « La création contre l'évolution ». Cette année, j'ai choisi comme sujet les mythes de l'évolution. J'ai choisi 7 mythes. Les mythes sont des histoires, des fables, des choses que les gens croient être vraies mais qui en réalité ne le sont pas. J'en ai donc choisi 7. Bien entendu, il y en a d'autres. Il était assez difficile de choisir parmi tous, mais il y en a qui sont très, très évidents. Mon intérêt pour ce sujet remonte donc à l'époque où j'étudiais les sciences et la géologie à l'université, il y a environ 54 ans. J'ai donc un certain âge, mais j'étudie ce sujet depuis environ 53-54 ans. J'ai été très heureuse que mon professeur de géologie ne croyait pas à l'évolution. Il n'a jamais vraiment rien dit de précis à ce sujet, mais il aimait nous montrer là où les rochers se trouvaient dans le mauvais ordre et il avait l'habitude de rire un peu et je savais exactement ce qu'il voulait dire. Voici un verset biblique dans lequel Dieu dit « J'ai fait la terre et toutes les créatures qui sont dessus, et mes mains l'ont faite. J'ai étendu l'étendue du ciel est toute là pour que nous puissions le voir, n'est-ce pas? Nous allons donc revenir à cette idée en gardant les yeux ouverts. Pourquoi se soucier d'un sujet comme ça? Si vous ne comprenez pas ces histoires, ces mythes, comment pouvons-nous réfuter certains des arguments lors qui semblent si convaincants? Vous devez en fait les comprendre un peu. Ceux qui sont trop difficiles et trop techniques, peut-être vous ne les comprenez pas, mais ce n'est pas grave. Il y a une réponse pour chaque mythe et il y a une réponse, mais il est en fait difficile de la trouver. J'ai cherché certaines de ces réponses pendant de nombreuses années. Elles n'ont pas été faciles à trouver parce que les documentations cachent la véritable histoire. Et les scientifiques professionnels, dont l'argent et le salaire dépendent de continuer à faire vivre cette histoire. C'est donc une chose assez compliquée. Alors, à titre d'exemple, vous voyez cette grotte en Indonésie, sur l'île de Flores, en Indonésie. En 2004, les archéologues avaient déjà creusé dans cette grotte, en sachant qu'il y avait différentes sortes de choses qui s'y trouvaient. Ils ont trouvé ces petites personnes que nous appelons les hobbits. Il s'agissait de très petites personnes, mais aucune littérature ne vous décrira l'odeur de ces os lorsqu'il fut déterré. Vous ne le lirez nulle part. J'ai lu l'article au sujet de cette découverte dans un article de journal, et maintenant cette information a disparu. Une autre chose très intéressante à propos de ces os de hobbit est qu'ils sont humains. Ce sont de très petites personnes, mais la plupart des scientifiques diront en fait qu'ils agissaient bien d'hommes ayant une carence en iode ou quelque chose de similaire. Ils étaient malades et leur crâne ne se développait pas correctement dans la structure osseuse. Mais ceux qui ont découvert ces hobbits nieront cela bien sûr. Ils diront que c'est une race spéciale de pygmées. Ce qui est intéressant, c'est que les gens de cette région disaient bien qu'il y avait des gens qui vivaient là dans cette grotte il y a 150 ans. Des générations ont dit que des gens vivaient là. Donc je ne dis pas que les hobbits datent seulement de 150 ans, les os sont vieux, mais les os avaient encore une odeur lorsqu'ils ont été déterrés.
Maintenant, comment peuvent-ils dire qu'ils datent de millions d'années? Passons à la diapositive suivante. Pourquoi est-ce important? Pour moi, nous devons savoir que la Bible est la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas qu'Adam et Ève ont existé, s'il s'agit d'une simple histoire, alors nous pouvons jeter toute la Bible. Tout est bon à jeter. Nous devons donc être certains qu'Adam et Ève étaient des créations spéciales et qu'ils ne descendaient pas d'une sorte de créature primitive. La question suivante est pourquoi est-ce si important? Si le jardin d'Éden n'avait pas existé, si c'était une histoire et que Satan n'existerait pas, alors pourquoi aurions-nous besoin du Christ, notre Rédempteur? Nous n'avons pas besoin d'un sauveur, n'est-ce pas, puisque nous descendrions du singe. Nous n'en aurions pas besoin du tout. Si nous sommes que des animaux, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Pas besoin de loi. Comportons-nous comme des animaux et amusons-nous parce que demain, nous mourrons. C'est un verset intéressant, Romains 8, 22, qui dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais s'il n'y a pas eu de péché dans le jardin d'Éden, pourquoi la création gémirait-elle? Quand je regarde les nébuleuses avec les étoiles qui se télescopent entre elles, lorsque le système solaire avec des traits faits par les roches tombées, les terribles maladies que nous pouvons attraper dans l'eau, les parasites qui peuvent ronger la chair humaine, les gens qui ne croient pas en Dieu regardent ces choses terribles et disent comment un Dieu aimant aurait-il pu faire une planète avec de telles choses horribles? Bien sûr, ce n'était pas ainsi au début, ces choses qui... Donc le fait de comprendre et de connaître les réponses aux histoires que nous entendons est très important parce qu'il s'agit de prouver la Bible. C'est ce dont nous parlons réellement. Tout d'abord, nous devons comprendre ce à quoi nous avons affaire. Qu'est-ce que l'évolution? C'est un peu comme si vos yeux allaient de droite à gauche pour lire très vite, mais prenons le temps de bien regarder. Tout d'abord, à partir d'un premier hasard, voici le mythe numéro 1. La vie commença par hasard. L'origine fortuite de la vie, une simple petite tache unicellulaire qui se développe. C'est le premier mythe. Et à partir de ce départ accidentel, toute la vie que nous voyons aujourd'hui s'est développée par des processus naturels. Tout est arrivé accidentellement et deux choses fonctionnent, disent-ils, les mutations et la sélection naturelle. Alors, gardez bien cela à l'esprit parce que je vais vous causer des soucis, je vais vous ennuyer avec les mutations et la sélection naturelle. Donc, tout est arrivé grâce à ces trois choses. Le hasard a commencé, puis les mutations les ont modifiées et ensuite la sélection naturelle a choisi le plus fort. Vous avez bien sûr entendu parler de cette histoire. Les mutations ont inventé de nouveaux détails et nous sommes passés du plus simple au plus complexe. C'est le mythe numéro 2. Le mythe numéro 3, c'est que la sélection naturelle qui a favorisé ceux qui avaient de nouvelles caractéristiques. La sélection naturelle est une chose difficile parce qu'en fait, elle existe. La sélection naturelle est quelque chose dont les scientifiques et de la création ont parlé en premier, avant que les scientifiques de l'évolution le fassent de façon si naturelle. La sélection naturelle est quelque chose que Dieu a construit dans sa création, mais les mutations sont une histoire très différente. Ce soir, je parlerai de 7 mythes et voici les 3 premiers qui sont vraiment les plus importants pour pouvoir se faire une idée.
Examinons cette vie qui serait apparemment arrivée par hasard. Cette première pensée remonte aux années 1850. Il y a 4 millions d'années, il y aurait eu une étendue d'eau chaude pleine de minéraux. Puis la foudre l'a frappée et la première molécule organique se serait formée. Pour les gens des années 1850-1860, cela semblait incroyablement vrai. Ils n'avaient pas les microscopes ni la science que nous avons et cela semblait très convaincant. Donc Charles Darwin a développé cette idée en 1871 et voici une de ses citations. La vie est apparue dans un petit étang chaud dans lequel il y avait un riche bouillon de produits chimiques organiques à partir desquels s'est formé le premier organisme primitif à la suite d'une longue période d'incubation durant les temps géologiques. C'était peut-être acceptable dans les années 1870. Nous avions l'électricité et un composé proétique fut fabriqué, prêt à commencer à changer, à s'améliorer. En 1870, 1890, ils ont accepté ça, mais au fur et à mesure que la science avançait, les scientifiques en ont découvert plus. Ils commencèrent à se poser des questions. Comment cela a-t-il pu arriver? Alexandre Oparin dit qu'il y avait quelque chose comme une soupe, car bien sûr, rien ne peut se produire dans un environnement sans oxygène. Nous devons avoir du CO2, du dioxyde de carbone. Si vous vous intéressez au réchauffement de la planète et au dioxyde de carbone, beaucoup d'articles l'expliquent. Le dioxyde de carbone n'est pas si mauvais parce que c'est ainsi que la vie a commencé, donc cela fait partie de l'histoire. Monsieur Helden, son nom apparaît un peu plus tard, croyait en cette soupe. L'idée que la vie venait d'une étoile filante, une astéroïde, fut développée en 1908. Cette théorie s'appelle une panspermie. La panspermie est une hypothèse selon laquelle l'origine de la vie sur Terre serait donc une contamination extraterrestre. En fait, tout comme vous le verrez le long de cet exposé, les scientifiques réalisèrent que le temps dont nous disposons pour que tout cela arrive n'était pas suffisant. Donc, pour régler ce problème de temps, ils eurent l'idée que la vie avait dû venir sur Terre à partir d'une étoile filante. Cette idée est très populaire en ce moment. Ce qu'ils ont oublié dans tout cela, c'est que pour faire une simple cellule, il faut une membrane cellulaire. Imaginons que nous ayons une piscine de produits chimiques, qu'un éclair la foudroie et qu'une petite molécule survient. Que se passe-t-il? Parce qu'en fait, Dieu a fait en sorte que même les cellules très simples aient une membrane autour d'elles. Pouvez-vous imaginer un œuf de poule sans coquille? Essayez d'imaginer une soupe sans rien pour la contenir. Il n'y a pas de sac pour maintenir tout ça ensemble. Nous passons à la diapositive numéro 6. Les scientifiques ne parlent pas de ce dernier point. Ce qui est arrivé en premier, la poule, l'œuf, la membrane, mais très rapidement, ils omettent de parler de tout cela. Vous voyez le problème. Une expérience fut très célèbre. Vous la trouverez dans vos manuels scolaires. Il s'agit de... ils disent que ils pensent que ce fut une réussite. Il s'agit de l'expérience de Miller-Urey. Ça a marché, disent-ils, mais ce n'est pas vrai. C'est un petit peu ennuyeux. L'expérience de Miller, dit encore Miller-Urey, était destinée à mettre en évidence une éventuelle origine chimique de l'apparition de la vie sur Terre, et elle consista à simuler les conditions supposées régner originellement après la formation de la croûte terrestre. Ce n'est pas vrai, ceci va être ennuyeux, mais voici l'expérience. Dans du méthane, de l'ammoniac, de l'eau, de l'hydrogène, ils ont fait passer de l'électricité. Et après de nombreux essais, ils ont obtenu une chose bizarre, noire,
qui avait exactement la même composition que le goudron que l'on trouve dans les cigarettes, du poison en fait. Ils ont fait des centaines d'expériences, ils ont essayé différentes choses, ils n'ont pas cessé d'essayer. La première expérience eut lieu en 1954. Ils réussirent à obtenir des petits morceaux de produits chimiques qui sont des protéines pour la vie. Mais bien sûr, ils disent que cela ne pouvait pas se faire avec l'oxygène, donc il fallait que ce soit fait avec du dioxyde de carbone. Ils n'ont pas réussi à obtenir cette vie à partir d'une non-vie, ou ne serait-ce que des protéines qui sont nécessaires. Ils ne furent pas capables de le faire. Cela se passait il y a 70 ans. Maintenant, c'est à cela que ressemble une simple cellule. Darwin, lorsqu'il parle de quelque chose de visqueux dans un étang, ne savait pas à quoi cela ressemblait à l'intérieur. Il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il me faudrait 1 heure de plus, mais c'est incroyablement complexe. L'une des cellules les plus simples que l'on puisse trouver dans la nature, celle qui est utilisée dans les livres de biologie, est en fait très complexe. Comme vous voyez, il y a une membrane. Elle est utilisée, elle est maintenue ensemble et elle est magnifiquement conçue. Nous commençons donc tout juste à comprendre ce que font ces drôles de choses ensemble. Passons au mythe numéro 2. Ça va être ennuyeux, c'est celle qui est difficile. Les mutations génétiques et leur ajoutent des avantages. C'est un mythe. Les mutations génétiques n'ajoutent pas d'avantages. Le problème est-ce que les mutations génétiques donc ajoutent des améliorations ou bien améliorent-elles ce qui existe déjà? Sur la diapositive numéro 8, vous voyez ce bulldog. Il est un exemple de mutations qui n'ont pas du tout été bonnes pour cette pauvre créature. Si l'animal, l'être ou quoi que ce soit d'autre survit aux mutations génétiques, cela rend cet animal ou ce virus plus faible. Cela l'affaiblit encore et rien ni personne n'est pu démontrer qu'une mutation soit bonne. J'ai recherché pendant longtemps un exemple de bonne mutation et le mieux que j'ai pu trouver, c'est la mutation de l'ADN humain chez les Africains qui les immunise contre la malaria. Vous pensez bien sûr que c'est un bien, mais en fait, cela rend ces gens malades. Ils meurent un peu trop jeunes. Ils ne meurent pas de la malaria, mais ils ont une condition sanguine. Ils ont la sickle cell animale qui les rend malades et qui meurent beaucoup plus jeunes. Ils n'ont pas une bonne qualité de vie avec la sickle cell anémie, l'anémie de la sickle cell. Donc, le seul bon exemple que j'ai pu trouver ne rend pas leur situation meilleure pour autant. Que s'est-il passé pour ce bulldog? L'étude des races de chiens par élevage sélectif est très intéressante parce qu'à chaque fois que l'on fait se reproduire un animal pour une caractéristique spécifique, il s'en trouve affaibli d'une manière que l'on ne peut pas imaginer. Les pauvres bulldogs ont le nez trop court, ils sont bruyants et ont du mal à respirer, ce qui est un peu triste. Ils font du bruit et ils ont du mal à respirer. Ils font beaucoup de bruit quand ils respirent. Passons à la diapositive numéro 9. Dans les manuels scolaires, les 2 exemples suivants sont donnés. Le phalène du bouleau, c'est un papillon de nuit couleur poivre qui existe dans le centre de l'Angleterre. Pendant la révolution industrielle, l'air était très pollué et les papillons de nuit de la même famille étaient tachetés et d'autres étaient tout noirs. Si un papillon de nuit se posait sur un arbre sombre, leur prédateur ne le voyait pas, mais ainsi ils pouvaient se reproduire. Les papillons de nuit étaient tachetés étaient visibles par les oiseaux. Ils les engloutissaient et après quelques années, il n'y avait plus de papillons de nuit tachetés dans ces villes à air pollué. Il ne restait que des papillons de nuit noirs. Mais ce n'est pas un exemple de mutation, c'est la sélection naturelle.
Le deuxième exemple est celui des pinsons de Darwin, plus connu sous le nom de pinsons des Galapagos, qu'il étudia lors de son voyage dans cette île. Il vit des pinsons de différentes tailles. C'étaient tous des pinsons. Ce n'étaient pas des oiseaux différents, mais certains avaient de gros becs, d'autres de petits becs. Et cela dépendait de la nourriture qu'ils avaient à leur disposition. S'ils avaient besoin d'un bec fort pour ouvrir quelque chose de dur, ceux qui avaient des petits becs minuscules mouraient sur cette île. Ils sont d'autres toujours mentionnés dans les manuels scolaires, mais ce ne sont pas des exemples de mutation. La diapositive numéro 10, j'ai mis une photo ici de l'encyclopédie britannique parce que le sujet dont je vous parle est semblable à une encyclopédie. Ici, il y a 12 livres, mais chaque fois qu'ils sont imprimés, il y a quelques erreurs. Combien de fois pouvez-vous continuer à imprimer l'encyclopédie britannique et continuer à faire des erreurs? Après peut-être quelques centaines de ces impressions, le tout sera bon à jeter, n'est-ce pas? Regardons la diapositive numéro 11. Cette citation vient d'un évolutionniste qui dit la chose suivante. Ce n'est pas une citation directe, donc simplement une paraphrase de ses paroles. Toutes les mutations, dit-il, doivent avoir un effet, même s'il est infiniment petit. Il ne parlait pas de bons résultats. Une autre citation, qui vous le savez peut-être, provient également de deux évolutionnistes. Dans leur livre, ils affirment ce qui suit. Que les mutations nuisibles sont plus nombreuses que les mutations utiles, dans une proportion de 1 million pour 1. Donc les scientifiques évolutionnistes savent cela, mais ils ont des histoires à raconter pour essayer d'expliquer comment contourner ce problème. Regardons maintenant quelques mathématiques. Je m'excuse, pardonnez-moi. On va faire des maths. Dans ces millions d'années supposées, les humains et les singes se seraient séparés d'un ancêtre commun. Cela fait plusieurs branches de l'arbre généalogique. Depuis cet ancêtre commun, il y a 6 millions d'années, comme vous avez vu sur la diapositive numéro 1. Donc, pour arriver à cela, pour que les chimpanzés deviennent des humains, il faudrait qu'il y ait 35 millions d'années de différence entre une lettre de chromosome et une autre. Donc, problème est réglé ici. Donc, les lettres ABC que nous avons tous doivent se compter au nombre de 35 millions pour pouvoir se fixer. Il faut des dizaines de millions de réarrangements. Pensez à ces chiffres-là, doivent se produire et se répandre dans toute la population, ainsi que des dizaines de millions de lettres ADN qui s'échangent entre elles. Nous savons qu'il existe d'ailleurs une chose exacte, ce sont bien les mathématiques. En 6 millions d'années, les scientifiques disent qu'il n'y aurait eu que quelques centaines de milliers de générations. Pas des millions, quelques centaines de milliers de générations. Et combien de mutations allez-vous donc subir ou obtenir? Ce scientifique que j'ai cité un peu plus tôt se nomme Haldane. Il a appelé ceci le dilemme de Haldane. Il fut connu une centaine d'années, donc comme le dilemme de Haldane. Nous pouvons voir que c'est en fait impossible, c'est inconciliable. Je cite un scientifique créationniste, le Dr Breton, qui, dans son livre, fit ses calculs. Dans la diapositive numéro 12, j'ai dit plus haut que c'était impossible. Mais regardons cela un peu plus en détail.
les évolutionnistes disent qu'il doit avoir une solution, un moyen d'expliquer cela. Ils appellent cette idée la duplication des gènes. J'en ai juste pris 2 pour vous donner une idée de la façon dont ils essaient de résoudre ces problèmes. Ce qu'ils ont dit, donc, c'est qu'il faut doubler le gène. Il a donc doublé par hasard. Une copie est non expressive, elle se cache dans un coin, et l'autre continue son travail normal. Puis celle qui se cache change. Elle peut continuer à changer, et ils appellent cela des mutations neutres. Cela n'endommage pas la créature, mais n'ajoute rien en fait. Cela semble-t-il donc correct? Le professeur Dawkins et d'autres scientifiques proposent que des changements aléatoires produisent une nouvelle fonction. Puis ce gène redondant s'exprime d'une manière ou d'une autre et est réglé avec précision dans le cadre du processus de sélection naturelle. Ils en ont conclu qu'un animal peut faire une chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Ce serait ce gène qui se cachait dans un coin que rien n'a attrapé. Et ils pensent que soudainement, la créature en question s'exprime différemment des autres. Donc cela signifie que le gène est sorti de sa cachette. Et voici, on obtient la sélection naturelle. Mais tout ceci est juste une idée utilisée pour essayer d'expliquer quelque chose a été copié, quelque chose a été caché, quelque chose a changé. Tout ceci est fabuleux. Ce gène revient par hasard. Voyons la diapositive numéro 13. Voici les mutations neutres. C'est le mot que vous entendrez dans tous vos manuels, une mutation neutre. Donc une mutation qui n'est ni bénéfique ni préjudiciable, mais juste neutre. Ils disent que si une multiplication est nuisible, elle sera éliminée par la sélection naturelle. Ceci est enseigné dans les écoles et les universités. La plupart des scientifiques y croient vraiment. Ces mutations ne sont ni bonnes ni mauvaises, simplement neutres. Mais comment cela peut-il fonctionner en sachant que la plupart des mutations vont poser un problème? Oui, nous savons que la majorité des mutations vont causer des problèmes. Voici une belle citation des docteurs Nickley et Lynch, écrite dans leur article du magazine Evolution de 2003. Ils disent « La grande majorité des mutations sont délétères, principe bien établi de la génétique de l'évolution, soutenu par des données à la fois moléculaires et quantitatives génétiques. » Ils disent qu'il est connu que les mutations vont en fait endommager la séquence ADN. Alors, comment cela peut-il arriver? Allons un peu plus loin. Comment explique-t-il? Feu Motu Kimura, un généticien renommé, dit « Ok, cela sera facilement pris en charge par des substitutions de gènes adaptatifs qui doivent se produire de temps en temps, disons une fois tous les quelques centaines d'années. Et une bonne mutation, ça annulera tous les effets négatifs des autres mutations avant. Il dit que bien que des millions de mutations presque neutres vont rendre une créature de plus en plus malade, mais il se peut qu'il y ait parfois un énorme bénéfice, une grande amélioration. L'une d'entre elles sera fantastique et annulerait tous les novices. Il dit que cela doit arriver, mais nous ne l'avons pas vu. Cela doit arriver de temps en temps, disons toutes les centaines de générations. C'est donc ce qu'il croyait et c'est ce qu'il a enseigné, à tout le monde l'a cru. Êtes-vous conscient que ce n'est qu'une histoire? Je vais maintenant citer un scientifique créationniste, le Dr. John Sanford. C'était la diapositive 14 et 15 ici. Le docteur Sanford
Et ses collègues ont démontré que de nombreuses mutations bénéfiques à fort impact accéléreraient en fait l'extinction d'une créature. Elles interféreraient fortement avec la sélection pour ou contre toutes les mutations à faible impact. C'est très technique. Si un organisme possédait l'une de ces mutations fantastiques, celle-ci l'endommagera tellement qu'il ne pourra pas y faire face. Il interférerait fortement avec elle, mais il ne serait pas réparé. C'est assez technique, mais cela explique en fait l'histoire et cela ne se produira pas. Très bien, voyons ce qui ne va pas avec le mythe de la mutation. Certains membres d'une population se reproduisent plus rapidement et les caractéristiques des reproducteurs sont donc communes à la population des animaux, des virus ou autres. Les mauvais résultats ne pourront pas se reproduire. Mais le problème est que les mutations presque neutres, celles qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais juste mauvaises, s'accumuleront dans la créature jusqu'à ce qu'elle l'empêche de se reproduire. Donc, les étudiants à qui l'on enseigne la sélection naturelle vont commencer à supprimer les erreurs. Mais les erreurs sont un problème pour toute la population. Donc, le résultat est que la population s'éteint. Vous pouvez donc voir comment les mutations ne provoquent pas le bien-être de la population. Elles provoquent en fait son effondrement. La sélection naturelle ne peut pas fonctionner ainsi. Elle ne peut pas compenser. J'ai donné un exemple parce que tout ce dont je parle est assez compliqué, bien entendu. Passons à la diapositive numéro 16 maintenant. Imaginons que nous ayons une voiture de course et qu'elle soit endommagée par de la grêle. Il n'y a pas de problème, elle roule toujours bien. Plus de grêlons vont bosseler la voiture, mais ils ne l'empêcheront toujours pas de démarrer. En cas de forte grêle, la voiture va donc commencer à être endommagée. Son pare-brise se fissure, sa carrosse est bosselée, puis d'autres tempêtes de grêle font que la voiture deviendra inutilisable. Et si plusieurs voitures ont le même problème, la course sera annulée. Donc, il faut juste essayer d'expliquer comment, si une mutation cause un peu de dégâts, de plus en plus de dégâts au cours du temps, la jolie créature verra sa fin, elle cessera d'exister. Voici donc l'histoire, en gros, des mutations. Passons à la diapositive 17. Voici donc la vraie science est quelque chose que vous ne trouverez pas facilement. C'est ce qui arrive maintenant, car grâce aux tests ADN généalogiques, ils peuvent voir que l'ADN d'un parent à l'autre présente en moyenne une centaine de différences. Ainsi, dans certaines familles, les dommages causés à l'ADN sont encore plus importants. Ils peuvent être au nom de 200 ou même 300 mutations en une génération. Dans certaines familles, ils sont très faibles. Elles peuvent ainsi être de 4 à 50 mutations. Mais nous observons que ces mutations sont nuisibles. Cela est authentique. Au rythme actuel, la race humaine pourrait s'éteindre dans 200 ou 300 000 ans. Que pensez-vous de cela? Imaginez que vous appreniez cela sans avoir pris connaissance du plan de Dieu. Si nous comptons à rebours, il serait impossible pour les humains d'avoir existé pendant 200 ou 300 000 ans, comme ils le disent. Ce serait impossible. Nous supposons qu'Adam et Ève étaient parfaits à leur création, nous le savons, mais même si nous regardons cela du point de vue de l'évolution, ce premier homme, cette première boue qui devint un être humain, selon eux, les premières mutations de son ADN vont le concerner et cela est impossible. Donc, nous avons un autre chiffre impossible. Continuons maintenant, nous sommes à la fin du mythe 2, du mythe numéro
Numéro 2, nous regarderons le mythe numéro 3. À partir de maintenant, nous allons aller plus vite, cela sera plus intéressant peut-être pour vous. Dawkins et d'autres soulignent que la sélection naturelle est la seule explication possible des immenses diversités. Les scientifiques observent et disent « Tout cela est arrivé par la sélection naturelle, c'est fabuleux ». Ils l'appellent la sélection naturelle, le moteur de l'évolution. Et alors que les mutations se produisent et ensuite la sélection naturelle fait que cela améliore la forme physique et la transmet. Comme vous le voyez ici, cela explique la survie du plus fort, mais cela n'explique pas comment le plus fort est apparu au départ. La sélection naturelle n'est donc qu'une force parmi les types que Dieu a créés. C'est pourquoi les plantes et les animaux peuvent vivre en haute montagne ou dans le désert. Sur la diapositive numéro 18, vous voyez ici un yak domestique au Tibet. Il a développé une adaptation pour que son sang, sa respiration et son cœur lui permettent de vivre très bien à haute altitude. C'est pourquoi certaines personnes peuvent aussi vivre en haute altitude. Leur corps s'est adapté. Dieu a intégré dans chaque créature la capacité de changer un peu avec son environnement. Mais cela n'explique pas comment une espèce peut passer de quelque chose dans un étang à un être humain. En fait, la survie du plus fort est une idée cruelle. Je pense que c'est horrible. Dieu a fait que chaque créature soit parfaite, donc la survie du plus fort est impossible. Très bien, regardons autre chose. L'évolution est-elle partout autour de nous? Passons à la diapositive 20. L'évolution, je vois et j'entends souvent cela dans les programmes et les articles de télévision. Ils utilisent le virus du sida et celui de la grippe aviaire comme exemple d'évolution. Mais ce n'en est pas une. C'est une preuve de sélection naturelle, quelque chose que Dieu a construit en tout être. Quand j'étais à l'université, nous étions curieux de connaître les chaînons manquants parce que même à cette époque, les scientifiques ne les avaient pas encore trouvés. Maintenant, ils pensent en avoir trouvé certains. Je vais vous en parler rapidement. Pour une personne de ma génération, un chaînon manquant est en fait un os manquant. Cela devrait être quelque chose qui est à moitié formé. Mais nous n'en avons pas encore aucune. Alors maintenant, que disent les évolutionnistes? Ils disent ceci. Non, les chaînons manquants ne sont pas comme nous le pensions. J'aime bien Wikipédia. Regardez leur définition des mots chaînon manquant. L'expression chaînon manquant désigne dans la langue courante ce qui s'appelle une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution. Le chaînon manquant veut principalement dire le trou dans l'évolution, ce qu'il manque. Donc, la rareté des fossiles transitionnels, en fait, il n'y en a pas. Mais Wikipédia dit que la rareté des fossiles transitionnels peut être substituée au fait que des archives fossiles ne sont pas complètes. Donc, nous avons déterré beaucoup d'os, mais nous ne les avons tout simplement pas tous trouvés. Vous savez, nous avons entendu cette histoire il y a 100 ans ou 150 ans, mais nous ne les avons pas trouvés. Sur la diapositive 21, maintenant, vous avez entendu parler de Lucie. Vous savez tous qui elle est. Regardons Lucie, voici les os qu'ils ont trouvés. Son nom officiel, c'est Dinknesh, difficile à prononcer, qui signifie tuer merveilleuse. Des os furent trouvés. Elle est considérée comme le lien certain, sûr et définitif entre les créatures de singes et la façon dont nous sommes devenus des humains. Ces os furent trouvés près d'un endroit appelé Hadar, en Éthiopie. Mais Lucie est-elle vraiment l'ancêtre de l'homme?
Je vais maintenant décomposer un peu tout cela pour que nous puissions examiner les os qui s'y trouvent. Les hanches de Lucie, la zone pelvienne, furent trouvées près de la surface. C'est une zone très sèche en Afrique du Sud. Il semble que la terre fut emportée lors d'une forte pluie, ce qui n'arrive pas très souvent. Donc, les hanches et la région du bassin furent trouvées près de la surface, à 2 kilomètres du lieu où une articulation de mâchoire et de genoux furent découvertes, mais à 60 mètres de profondeur dans les couches rocheuses. Mais ces 60 mètres datent d'un demi-million d'années. Je pense qu'à 1,5 ou 2 kilomètres de là, ils trouvèrent un os de la cheville. Ils en conclurent qu'elle avait marché ici. Puisque c'était un os de la cheville, elle avait donc marché. OK. Ça a été trouvé, je crois, à 5 kilomètres plus loin. Ils en ont conclu. Vous voyez ce qu'ils ont trouvé. Ils ont mis tous ces os ensemble pour ne former qu'un seul squelette. Est-ce possible? Est-ce vraiment possible? Regardons un peu. Voici juste une citation de quelques personnes sur le site création.com. Si vous êtes intéressé par cela, vous pouvez aller voir ce site création.com. Tapez quelques mots-clés et vous aurez des articles. Voici quelques-uns qui expliquent la première famille avec quelques autres os qui étaient surtout des dents et qui, selon eux, appartiennent au même Australopithèque que Lucie. Voici, passons à la diapositive 23. 23. Ceci ici, voyez ici les hanches de Lucie, les premières dents de la famille. Vous voyez ces hanches. Et les premières dents de la famille, la mâchoire de Lucie et l'articulation de son genou. Si nous regardons l'autre graphique, cette petite lumière ne marche pas bien. Cette colonne centrale concerne le champ magnétique. Des petites lignes ont été dessinées pour montrer où la Terre était censée s'être effondrée quand tout cela est arrivé. Nous avons des millions d'années de différence entre les deux. Pensez-vous que cela ressemble à de la science sérieuse? Qu'en pensez-vous? Il y a des millions d'années entre les deux. Oh, que fait-on avec ça? Est-ce que cela vous semble être de la bonne science? Et je trouve ça ahurissant. Je serais gênée, très gênée, de présenter cela dans un journal. Mais si vous passez à la diapositive 24, ils appellent ça un chaînon manquant, n'est-ce pas? Non. Archie, pour faire court, au lieu de Archaeopteryx, certains scientifiques utilisent le nom Archie. Pour avoir regardé les os, ils disent que c'est probablement à cela que ressemblait un oiseau. Ils ont même trouvé quelques plumes, donc ils pensent que c'était probablement un oiseau à plumes noires. Ce qui est très intéressant, mais ce n'était pas un demi-lézard, n'est-ce pas? Il ressemble en effet à un oiseau. Ils affirmèrent qu'il ne pouvait que planer et non voler, mais en fait, ils trouvèrent un joli crane, un oiseau, et ensuite ils pensèrent qu'il pouvait vraiment voler. Ça, c'est de l'Afrique du Sud.
Donc Archie n'est pas un chaînon manquant, absolument pas. Sur la diapositive 25, nous voyons le poisson eulacanthe. Lorsque les chercheurs ont trouvé des fossiles de ces poissons, ils remarquèrent qu'ils avaient des nageoires ressemblant à de grosses jambes. Ensuite, ils se rendirent compte que c'était des sortes de demi-nageoires, des demi-jambes. Ils pensaient avoir trouvé le chaînon manquant entre les créatures marines et les créatures terrestres. Ces nageoires devaient être des jambes primitives qui ne sont pas suffisamment développées. Mais en 1938, un pêcheur pêcha ce poisson. Le voici sur la photo. Il était mort depuis environ 3 jours avant que les scientifiques nous le trouvent et disent que c'était bien un eulacanthe. C'est une femme qui l'identifia, une Sud-Africaine, qui l'avait pêché dans la mer près de l'endroit où je vivais. Mais alors maintenant, nous avons un fossile vivant. C'est un fossile vivant, donc ce n'est pas un chaînon manquant. Pourquoi est-ce un fossile vivant? Parce que c'est le même, il n'a pas changé. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc, ils n'ont pas évolué puisqu'ils vivent dans des eaux très profondes. Je n'ai pas besoin de rentrer dans trop de détails avec ça. Si vous avez visité le Grand Canyon sur la diapositive 26, vous avez pu voir les couches de roches. Elles devraient montrer une vie simple au fond et puis devenir de plus en plus complexes. Mais le problème est que les couches de roches ne le montrent pas. Ce n'est pas le cas et c'est encore une fois très difficile de découvrir la vérité. Je vais vous montrer la prochaine diapositive. En Australie, sur la diapositive 27, nous avons certaines de ces couches de roches édicariennes. Ils furent étonnés de trouver ces roches de créatures en forme de plumes et d'autres très simples qui se trouvaient dans les roches. Cela existe au fond de la mer et qui ont 600 millions d'années. Vous ne trouverez pas facilement d'endroit où le pollen de cette roche est mentionné. Et cela m'a beaucoup contrarié lorsque je l'ai découvert. Il y a un problème, n'est-ce pas, des plantes. Je fus horrifiée de découvrir que ces roches ne sont pas dans le bon ordre, elles ne sont pas dans la bonne séquence. Elles ne se trouvent pas sous les couches paléozoiques de l'explosion cambrienne, ce qui est l'endroit où elles devraient se trouver, mais cela n'est pas le cas. Puis, je n'ai découvert que donc vous ne trouverez pas facilement l'endroit où le pollen de cette roche est mentionné. Elle devrait s'y trouver, mais ce n'est pas le cas. Puis, je n'ai découvert que très récemment que la colonie géologique n'est pas vraiment une séquence correcte. Je pensais l'avoir appris, je devais la connaître, comme je connais mon alphabet. Je devais la connaître par cœur parce que les morceaux sont vrais, donc j'utilise toujours cela pour m'en souvenir. Ce qu'ils disent, qu'il y a des petits bouts qui sont vrais, ici et là. Ils disent que c'est une version simplifiée et vous pouvez voir de très mauvais graphiques ici, sur la diapo 28. Il s'agit de l'explosion cambrienne dont je vais vous parler dans un moment. C'est ici que ces drôles de choses édiacardiennes sont arrivées. Elles étaient vraiment censées être la première vie, mais elles ne sont pas simples, elles sont complexes et sont en forme de magnifiques petites éponges, de plumes de mer et de petites choses qui restent au fond de la mer. Donc cette colonie géologique que j'ai découverte tout récemment, il y a toutes sortes d'incohérences avec leur théorie. Donc, juste au-dessus de l'Aréacarion, il y a eu l'explosion cambrienne, ce qui est tout simplement incroyable. Sur la diapo
29, si vous allez sur Google pour voir des images de l'explosion cambrienne, vous trouverez toutes les merveilleuses créatures qui étaient dans les strates cambriennes. Les trilobites sont comme des animaux marqueurs parce qu'ils sont partout. Mais récemment, les scientifiques disent que leurs yeux sont beaucoup trop complexes pour que ces créatures aient été au début de la vie, au début de la colonne géologique. Ils ont découvert que lorsqu'un fossile a fabriqué des os et de la substance molle, il s'est transformé en roche. Ils ont trouvé quelques-uns et pensent que la roche a réellement remplacé l'animal comme un cristal, ce qui a pu faire briser ses yeux comme des lasers. Ils ont pu voir que dans ses yeux, comme pour le laser, la lumière se dirigeait vers ce cristal de roche. Ils dirent que ses yeux étaient étonnamment complexes et introduit un doute sur la façon dont cela s'est produit parce que les yeux des mouches sont aussi très complexes. Passons à la diapositive 30. Voici un autre fossile vivant. J'ai mis cela pour s'amuser. Les méduses. Voici la roche broyée. Voici ce à quoi elle ressemble. Il y en a au moins 1 millier. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. Parce que très souvent, l'animal n'est pas identifié parce qu'il existait il y a longtemps, où il était beaucoup plus grand. On a des choses, souvent, nous ne l'identifions pas comme étant la même chose ou très similaire. À cause de ça, ils ont parfois des tailles de différence. J'ai trouvé cet arbre juste à côté de nous, chez nous à Sydney, le pin de Walemi. Il est très romantique. C'est un arbre de l'ère des dinosaures. Il a survécu 200 millions d'années sans aucun changement. Sans aucun changement. Il est exactement le même que celui qu'ils ont trouvé dans les environs des fossiles, dans les fossiles. Comment cela est-il arrivé qu'il n'ait pas changé du tout? Peut-être là, j'aime beaucoup trouver ces fossiles. Notre fille est allée voir une exposition dans le Nord Wyoming. C'est un musée où les canards sont dans la même vitrine que les dinosaures et ces canards avaient des dents. Toutes sortes de choses furent trouvées dans les strates des roches pendant l'ère des dinosaures. Il faut oublier l'âge des dinosaures parce que c'est une histoire dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais plein de choses ont été trouvées dans la même ère des dinosaures, des abeilles, des cafards, des grenouilles et toutes sortes de choses. Et voici une citation de la BBC ici, qui dit que l'âge des dinosaures, toutes sortes de ces créatures, et le canard avait des dents, etc. La diapositive 33 maintenant et 34. Donc les écureuils sont des mammifères, n'est-ce pas? Les roches et les fossiles qu'ils ont trouvés en Chine récemment sont en train de tout déranger parce que ces fossiles sont très bien conservés. Ce sont de beaux fossiles. Donc ils ont découvert 6 écureuils fossiles, mais ils doivent changer les choses maintenant car les mammifères ont dû apparaître il y a disons 200 millions d'années et non 160. Donc il faut changer les dates. Regardez la diapositive 34. Ne sont-ils pas mignons? Ces petits écureuils. On a des choses comme ça dans notre jardin. On les appelle des opossums, mais ce sont des écureuils à cause de la forme de leur cœur et de leur structure osseuse. Celui-là est un castor du Jurassique. Nous avons tous entendu parler de Jurassic Park, n'est-ce pas? Voici un castor, ici.
Il est juste un peu plus gros que le castor que nous avons aujourd'hui. Il ressemble à ceci. J'ai trouvé cette photo dans Wikipédia. C'est un autre fossile chinois. C'est une sorte de blaireau. Ils ne disent pas que c'est un blaireau, mais il ressemble à un blaireau et il mange des petits dinosaures. C'est sur la photo la photo 35. Nous arrivons au mythe numéro 6. Nous allons passer à la diapositive 37 pour le mythe numéro 6. Les preuves du carbone, radiocarbone. On ne doit pas trouver de carbone 14 si l'échantillon a plus de 200 000 à cause de la demi-vie. Il se désintègre jusqu'à ce qu'on ne trouve plus rien. Maintenant, certains scientifiques créationnistes sont des évolutionnistes qui ont compris la création et ils ont fait creuser un gros trou. Ils ont appelé cela la bonne expérience. Ils ont fait sortir des diamants de cet énorme trou très profond. Et ils ont fait sortir des diamants de cet énorme trou. Ils ont fait une datation au carbone 14 et en fait, il y avait un peu de radiocarbone. Mais maintenant, j'aimerais trouver quelque chose venant des scientifiques non créationnistes qui pourrait vérifier ça. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'une femme, Marie, je ne me souviens pas son nom, on a trouvé des vaisseaux sanguins, du sang et une sorte de collagène sinué dans un T-Rex, et cela fit sensation il y a environ 15 ans. Elle n'est pas scientifique créationniste. Marie et d'autres ont trouvé environ 50 autres découvertes de sang et de tissus mous chez différents types de dinosaures, ce qui est assez étonnant. Les scientifiques créationnistes en ont donc déduit que si nous pouvons trouver du radiocarbone dans ces os, d'autres chercheurs ont pu trouver des tissus mous. Et ils en ont trouvé. C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que regardez le mythe qui dit, le mythe numéro 6, la façon dont la roche est datée est celle des fossiles qu'elle contient. Mais si ces fossiles contiennent des radiocarbones 14 ou 12, il y a un problème. Continuons avec le mythe numéro 7. Nous avons des dizaines de millions de fossiles humains dans les musées du monde entier qui viennent étayer nos connaissances actuelles sur l'évolution humaine. Le schéma qui se dégage de ce vaste ensemble de preuves tangibles est cohérent tout au long des milliers de recherches. Ceci qui est indiscutable. Tous les modèles, tous les mythes impliquant la création instantanée et singulière d'êtres humains modernes échouent. C'est une citation. C'est un professeur, le Dr. White, qui a écrit cela, qui écrivit un livre parce qu'il est tellement en colère contre les scientifiques partisans du dessin intelligent. Il est tellement en colère contre eux qu'il les traite d'idiots. Ne voyez-vous pas tous ces os dans ces musées? Nous avons déjà vu Lucie, n'est-ce pas? Voici les humains sur ce tableau. Voici les humains d'un côté, c'est sur la diapositive 39. Vous voyez les néandertaliens, Homo erectus,
heidelbergensis. Et voici notre hobbit en bas, puis les primates, Lucie. C'était un gentil petit singe, Homo habilis, qui est une espèce éteinte. C'est en fait une invention, ce n'est même pas une vraie chose. C'est un peu comme si nous avions un sac plein d'os et que nous pensions que c'est ceci ou cela. Qu'y a-t-il au milieu? Des liens manquants? Non, 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 il n'y a rien. Lucie est là-bas, comme vous le voyez. Le mythe du 1%. Vous avez entendu parler de cela? Les humains ne sont différents que par 1% des singes. Ça c'est le mythe numéro 7. Nous sommes seulement différents, 1% différents des singes. Écoutez, cela semble très convaincant quand je lis cela. Toutefois, quand ils ont comparé l'ADN humain avec celui d'un singe, ils ont omis les morceaux qui ne correspondaient pas. Maintenant, que pensez-vous du fait qu'ils ont laissé de côté des morceaux qui ne correspondaient pas? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai seulement regardé l'ADN de chacun et ils disent que nous sommes identiques à 99%. Non, la différence réelle est plutôt de 85% de caractéristiques égaux. Il y a la même différence avec une souris. Les humains et les souris partagent environ 85% du même ADN. Vous êtes choqués, vous avez raison. Avec le bétail, il y a 80%. Avec des bananes, 60%. Très bien, nous partageons 60% de notre ADN avec les bananes. Pas de problème parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un modèle. Et il dit que ces morceaux fonctionnera pour cela et cet autre pour cela. Et je ne prétends même pas oser penser à ce que Dieu fit, mais nous pouvons voir la main du maître concepteur dans l'ADN et dans les similitudes. Les similitudes nous démontrent en fait le grand esprit, la grandeur, le pouvoir de Dieu pour être capable de traiter cela. Donc très bien, nous n'avons donc que seulement 1% de différence avec des singes. Faisons juste un peu de maths. S'il faut 1,5 million d'années pour fixer une mutation dans une population, donc 1000 mutations bénéfiques pourraient être fixées en 6 millions d'années. 6 millions d'années, c'est le temps qu'il a fallu pour que les êtres humains évoluent, à partir des chimpanzés, des singes, d'un ancêtre commun. Mais seulement 1 millier de mutations positives, et c'est le scientifique créationniste Dr. John Sanford qui dit que cela ne pouvait pas se produire en 6 millions d'années. Cela ne pourrait même pas se produire après des billions d'années. C'est en fait impossible. Voici la diapositive 42. Elle est passée au 42. La création est évidente. Nous devons donc juste ouvrir nos yeux et regarder attentivement, voir ce qui se cache à la vue de tous. Et quand je regarde ces écritures, je pense souvent à cette personne très célèbre dont le prénom est David. Et je pense il voit les merveilles de la nature et il s'en réjouit. Si vous avez des questions maintenant, c'est la fin de la présentation en lisant Romains 1, 20, 21. Nous voyons les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Je vais passer le micro. Je vous ai donné beaucoup à réfléchir, mais je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions pendant 10 minutes. Je ne suis pas un expert dans toutes les disciplines, mais une question ici. Merci d'être brave, d'être courageux, de poser une question.
Donc, quand j'étais au lycée, on m'avait dit que la vie qu'il y avait une règle, que la vie ne peut pas naître de la non-vie. Il y avait même un test fait par un homme dont j'ai oublié le nom, mais il a mis de la viande dans un récipient en verre, l'a scellé sous vide du mieux qu'il pouvait à l'époque, c'était dans les années 1800, pour voir si des mouches en sortiraient. Mais aucune mouche n'en est sortie. Alors il détermina que la vie ne peut être engendrée à partir d'une non-vie. Comment les évolutionnistes contournent-ils cela? Je veux dire, c'est une loi fondamentale de la science. La réponse maintenant, elle dit « Merci pour cette question, c'est une loi fondamentale de la science. Vous voyez, si vous croyez en l'évolution, vous devez croire que la vie peut venir de la non-vie. Sinon, vous ne pouvez pas commencer. La première étape, les 3 premiers mythes, pour que l'évolution ait lieu, la vie devait venir de la non-vie. C'était cette expérience de Miller-Urey. Ils essayèrent donc très fort. Et c'est pour cela que la panspermie, l'idée que la vie vient de l'espace, qu'il y a de la vie là-bas et qu'un météore a ensemencé la Terre, que cette théorie est maintenant si populaire. Beaucoup de gens disent simplement « Oui, oubliez cette expérience, on ne peut pas le faire, ça n'est jamais arrivé, c'est impossible. La vie vient d'ailleurs. » Parce qu'ils ne furent pas capables de reproduire cela, ils ne furent pas capables de le faire en 70 ans. Et est-ce que j'ai une autre personne courageuse? Une autre question? La personne dit « Merci beaucoup, je pensais que sa présentation était fascinante. J'ai participé à un séminaire il y a quelque temps qui traitait de la datation au carbone 14, qui dépend de l'atmosphère et des pourcentages d'azote et d'autres choses qui pourraient le changer. Y a-t-il autre chose que vous pouvez partager sur l'importance des conditions atmosphériques pour la datation du carbone? Réponse. Oui, en particulier, je n'ai rien lu récemment sur la datation au carbone, mais je regardais l'argon potassique qui, quand je vous ai montré le diagramme de Lucie et l'endroit où elle était enterrée, avait servi à dater le basalte et d'autres parties des strates rocheuses. Les scientifiques ont récemment fait un test. Je pense que c'était seulement il y a 4 ou 5 ans. Ils sont allés dans un volcan en Nouvelle-Zélande. Le volcan entre régulièrement en éruption. Ils ont donc pris 4 échantillons de la substance volcanique sortie du volcan et les ont envoyés à un laboratoire, un très très bon laboratoire aux États-Unis. Ils voulaient savoir comment ils pouvaient dater ces roches avec l'argon de potassium. Je vous rappelle que l'argon de potassium est la façon dont ils ont daté Lucie. Le laboratoire en dit ses conclusions et donnait le chiffre de 3,5 millions d'années. Ils envoyèrent 4 lots issus du même endroit en disant qu'ils ne pouvaient pas se tromper. Pour pouvoir vérifier, ils ont envoyé 4 lots de la même chose. Peut-être qu'il y a eu une contamination, autre chose. Ils examinèrent très attentivement, mais ces coulées de lave ne dataient que de 75 ans. Il y a 73, 76, 77 ans, et les datations à l'argon disaient qu'elles dataient de 3,5, 3,2 millions d'années. Donc, le carbone 14, c'est le même genre de choses. On suppose que l'atmosphère fut toujours été la même. Mais cherchez sur création.com, vous y trouverez un tas d'articles sur le sujet. Merci pour cette question. Ce sont les questions que vous devez vous poser parce que leurs arguments ont l'air convaincants. Une autre question? Oui, merci. Merci d'avoir fait cette présentation. Je l'ai trouvée très intéressante. J'avais juste une question sur la dégradation génétique dont vous avez parlé au début, parce que s'ils avaient été impossibles pour les humains d'exister il y a 100 000 ans, même en supposant que le carbone
ne soit pas précis avant 200 000 ans, nous avons encore des preuves de la présence d'animaux qui datent de cette époque et qui ne semblent pas avoir changé aujourd'hui. Réponse, l'ADN est différent de la datation au carbone 14. Donc, quand nous parlons d'entropie génétique avec l'ADN, nous ne regardons pas le carbone, nous regardons en fait juste l'ADN. Comme les ancêtres, ils diront que l'Afrique est arrivée il y a des millions d'années, mais c'est cette datation. Donc la datation au carbone n'entre pas tellement dans les affaires de l'ADN humaine, mais Lucie n'est pas directement datée par l'ADN, elle est datée d'après les roches qui l'entourent. Ils ne se sont même pas souciés de la datation au carbone pour Lucie. Donc beaucoup de ces roches, de ces fossiles, vous devez regarder comment ils les ont datés et vous verrez qu'ils ont fait à partir des roches et ensuite vous devez regarder quelle méthode fut employée. Et oui, je crois que ma question porte davantage sur le fait que si le matériel génétique, comme le matériel en décomposition, se dégrade aussi rapidement, quelle est l'explication des preuves qui semblent indiquer que les animaux existent depuis très longtemps? Réponse, je dirais que le jury est encore indécis parce que lorsque cette femme épousa Schwartzel, quel que soit son nom, on avait fait découvrir ce tissu dans les os du T-Rex. Ce fut vraiment choquant pour toute la communauté de trouver ce sang et ce tissu dans ses os. Comment est-ce possible? Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Il y aura d'autres recherches qui sortiront. Et si vous gardez les yeux ouverts, vous les trouverez. Donc, nous n'avons pas vraiment toutes les réponses. Et comme cette datation au potassium-argan, je pensais que cela semblait faisable. J'ai été embarquée dans cette façon de penser parce que ça me semblait intéressant. Et lorsque les créationnistes sont allés sur ce volcan, ils ont démontré que le potassium-argon, en fait, se trompait aussi. Une autre question. Ont-ils jamais fait des tests génétiques sur Lucie pour savoir si tous les autres sont du même squelette? Comment ont-ils pu déterminer cela? La réponse, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Vous voyez, si l'os est trop sec, ils ne peuvent pas obtenir d'ADN parce que les os sont tellement décomposés. Vous voyez, l'ADN est en fait très fragile. C'est pourquoi le cas de Marie Schweizer, le sang et les tissus de son T-Rex furent si choquants. Parce que les protéines et autres choses se désintègrent assez rapidement. C'était vraiment très surprenant qu'elle ait trouvé cette femme, dans le sang, du sang dans les os du T-Rex, de ce dinosaure, parce que l'ADN est une chose très fragile. Alors, la personne qui pose la question demande comment sont-ils capables de déterminer avec précision que les os proviennent du même animal? Comment pourraient-ils le faire? La réponse, ils ne le peuvent pas. Que s'est-il passé avec Lucie? Combien de squelettes y avait-il en fait à regarder? Et sur combien de singes? Ils ont pris des bouts de choses qui avaient à 60 mètres de différence et ils ont dit que ça venait du même squelette. Combien vraiment à 60 mètres de profondeur? Vous savez, c'est donc ça le problème quand vous regardez ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place. Je ne peux pas dire quelque chose de trop incriminant, mais il y a une certaine malhonnêteté parce que les personnes qui mettent en place ce genre de choses, malheureusement, comptent sur leur financement. Ils comptent sur leur salaire pour produire les réponses que leurs patrons, les autres veulent. J'ai pas dit ça, hein, n'est-ce pas? Les gens sont bien intentionnés, mais parfois je pense qu'ils savent vraiment ce qu'ils font parce que lorsqu'une personne fait accidentellement une hypothèse, cela ne m'inquiète pas, mais quand elle falsifie réellement quelque chose comme Lucie, c'est ennuyant. C'est ennuyant, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'étais curieux à ce sujet et ça a l'air intéressant de voir comment ils ont pu dire que cela est arrivé. Mais dans un cours de loi, cela ne passerait jamais, cela ne serait jamais accepté. Exactement, vous avez raison.
Personne d'autre ou bien est-ce que vous voulez vous reposer? Merci beaucoup et à bientôt.